Bonjour à toutes et tous, je suis content de faire ma présentation suite à la présentation de ce matin, puisqu'il va y avoir des choses qui vont être en résonance, j'allais dire. Et je remercie les organisateurs, organisatrices de m'avoir invité pour cette présentation. Donc, hop, on va voir si ça marche. Je pense que vous juste cliquer, ouais. Et bien entendu, ça ne marche pas. Si, ça marche, c'est bon. Alors, j'ai encore prévu beaucoup de diapos, donc je vais essayer d'aller assez vite. Euh, Comme le rappelle Anne Meyer, l'information acquiert une signification, elle devient informationnelle dans un processus de traitement, qui lié étroitement le traitement et son résultat. Donc moi, je vous propose pour ma présentation, puis on pourra en débattre si vous n'êtes pas d'accord, bien évidemment, avec plaisir, au contraire, de partir du principe que désinformer, c'est retraiter une information qui a déjà été traitée. Donc, partir de l'idée que désinformer, enfin, qui n'est pas la mienne spécialement, mais que désinformer, c'est retraiter une information pour y ajouter certains éléments qui vont en changer le sens, qui peuvent en changer la circulation ou la destination. Et aujourd'hui, et ça a bien été montré dans la première conférence de ce matin, la conférence introductive, les plateformes du numérique, moi j'ai parlé principalement des médias sociaux numériques, proposent une multiplicité de traitements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux prendre n'importe quelle information et puis y ajouter des images, y ajouter des emojis, changer le sens. Et puis quand elle va circuler, on va y rajouter des éléments de sens, des commentaires, des likes, tout ce qu'on veut. Et donc, concrètement, on pourrait dire les plateformes numériques que l'on utilise nous permettent d'informer, de mettre en forme la donnée, de traiter un renseignement ou autre pour produire un résultat, comme elles nous permettent de désinformer. Et c'est en ça que j'emploierai pas la notion de fake news, car comme le souligne Florian Dauphin, elle apparaît tout d'abord polysémique et parfois confuse, simpliste et peu opératoire. Donc il n'est pas du tout gentil avec la notion de fake news, mais c'est pas plus mal. C'est-à-dire que quand on parle de fake news, très souvent, on va avoir tendance à vouloir se concentrer sur la question de la vérité. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et surtout, on va essayer de présupposer, généralement, une possible intentionnalité. Je produis des fake news, des fausses informations, parce que je souhaite désinformer, parce que j'ai un agenda plus ou moins explicite dans ce que je fais. Moi, l'idée, ça va être d'aller vers une approche praxéologique. Alors, en vous montrant quelques bribes à partir de projets de recherche que j'ai en cours ou que j'ai terminés. Donc, une approche praxéologique qui est centrée sur la pratique. Qu'est-ce qu'on fait avec ces plateformes qui produisent de la désinformation? Et puis, sociotechnique, comme le souligne Marwick, c'est-à-dire qui va se concentrer sur les effets des plateformes sur l'information et donc, de mon point de vue, leur usage, plutôt que d'essayer de chercher le vrai du faux, même si évidemment, je vais vous montrer des images de choses fausses ou faussées ou trompeuses, plutôt, pour reprendre une partie de l'intitulé du colloque. Donc, dit autrement, est-ce que désinformer n'est pas un travail comme un autre en ligne? On parle souvent de digital labor, moi je vais parler de travail affectif, mais est-ce qu'au final, notre travail quotidien pour informer, pour communiquer, pour aimer ou pas ce qui se passe en ligne, est-ce que la désinformation n'est pas une activité comme une autre, qui n'est pas forcément, qui ne s'inscrit pas forcément tout le temps dans un agenda, qui n'est pas nécessairement malicieuse, mais qui est juste un moyen comme un autre de traiter les contenus, comme on dit, qui nous sont donnés en ligne. Voir, est-ce que ce ne serait pas une conséquence presque inévitable, alors je suis un peu fataliste là, mais pas que, je suis optimiste dans certains moments, mais est-ce que ce ne serait pas une conséquence de nos mobilisations? Est-ce que le fait de vouloir se mobiliser pour une cause, peu importe laquelle, que ce soit un meilleur menu à la cantine jusqu'à des causes politiques plus profondes, est-ce que le fait de se mobiliser en ligne avec les moyens sociotechniques que nous fournissent les plateformes n'emmène pas à des formes de désinformation? Ceci étant dit, on entend souvent le terme de plateformisation, c'est-à-dire qu'on utilise des plateformes qui ont des modèles qui leur sont propres, alors économiques, techniques, d'usage, je ne vais pas revenir dessus, on les envisage toutes et tous, et encore une fois, ça a bien été rappelé dans la conférence introductive. On est aussi, quand on utilise ces plateformes, face à des standards et des standards qui sont principalement techniques, qui vont de la taille du nombre de pixels d'une image jusqu'à ce qu'il est possible ou non de faire avec ce qu'on appelle l'API, donc le traitement des données externes, enfin extériorisées par les plateformes. Et puis, bien évidemment, un ensemble de règles qui sont à la fois des conditions générales d'utilisation et des prescriptions qui sont explicitement données par les plateformes. Et moi, j'ai beaucoup observé
discuter, analyser ce que font les professionnels de l'information, de la communication en particulier, des relations publiques aussi, on s'aperçoit que ces standards et des règles créent des conventions particulières et entraînent des formes de mimétisme. Je vous présenterai des exemples tout à l'heure. Ce que les plateformes nous présentent comme étant la meilleure manière de communiquer, à partir du moment où elle devient conventionnelle, c'est-à-dire que tout le monde la pratique, eh bien, on va reproduire ce que fait le voisin, la voisine. Et ça fonctionne de même avec la désinformation, comme je vais essayer de vous le montrer. Et bien évidemment, on a des algorithmes qui récompensent ou qui sanctionnent. Si vous respectez bien les standards, si vous respectez les règles, les prescriptions, eh bien vos productions informationnelles, vos contenus, comme on dit, seront valorisés, seront visibles. Et puis, si vous dérogez à ces règles, on vous fait perdre votre visibilité. Ou si vous ne respectez pas tout à fait les standards, eh bien, vous allez demander pourquoi personne ne like mon post, ma publication que j'ai fait depuis une semaine, et vous allez sûrement vous sentir triste. Donc, c'est ce que j'explique dans un article écrit avec des doctorants et doctorantes de mon laboratoire. Au final, ne pas pouvoir faire sans les plateformes, devoir faire avec leurs modèles et standards, tout en essayant de faire autrement, est ce qu'on pourrait appeler les symptômes d'une possible plateformisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être efficace, efficient, performant, tout ce que vous voulez sur Facebook, Twitter, Google et compagnie, il faut faire selon leurs règles et leurs standards. Dit comme ça peut paraître évident, mais ça ouvre tout un champ d'analyse qui permettent de comprendre pourquoi pas mal de discours sur les pratiques, l'esprit critique, etc. en ligne ont peu de portée réelle, parce qu'au final, on peut avoir tout l'esprit critique qu'on veut, toutes les bonnes pratiques que l'on veut, on est quand même inféodé à ces standards, à ces règles. Et ça, ces règles-là, ces standards, elles sont clairement explicitées. Facebook vous explique comment accroître l'audience et les interactions sur votre page. Et que vous vouliez le faire pour avoir des pages qui désinforment ou pour vendre du saucisson ou tout ce que vous voulez, ça sera exactement la même chose. De même pour Twitter, qui voit X, pardon. Je vais garder le mot Twitter pour cette matinée si ça vous convient. Ou pour TikTok, qui vous explique quel est le format des vidéos à avoir. Parce que derrière, il y a bien évidemment tout un ensemble de reconnaissance, par exemple faciale sur TikTok, de reconnaissance d'images qui vont faire fonctionner les algorithmes. Donc, au sein de cette plateformisation, on s'aperçoit que, ça fait des dizaines d'années que je travaille là-dessus, que toutes les formes de production de visibilité, donc toute cette réputation qu'on va accumuler, qui va nous permettre d'être très visible, qui va nous permettre d'avoir une forte audience, d'avoir un certain volume d'abonnés, d'abonnements, de likes, de tout ce que vous voulez, petit à petit, transforme l'autorité informationnelle telle qu'on la connaît, donc les processus qui légitiment l'information, en des processus que moi j'appelle réputationnels, c'est-à-dire qui nous permettent en quelque sorte de comprendre comment, du point de vue des usagers et usagères des plateformes, la sélection de l'information se base de plus en plus sur des critères de réputation, et parce que la personne a une forte audience, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés, parce qu'elle est beaucoup partagée, discutée, alors c'est potentiellement une source fiable et crédible. Et puis là, j'ai fait pas mal de travaux sur cette question-là et je continue actuellement. Notamment dans le cadre d'une recherche qui porte sur les personnes adhérentes aux théories dites du complot et quels sont leurs critères de sélection d'information. C'est principalement ça. Et puis, bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué, ça joue sur les mécanismes de mise en circulation de l'information. Et plus on a une bonne réputation au sens donné par les plateformes, plus ce que l'on va produire soit visible. Bien évidemment, on est toutes et tous confrontés à ça au quotidien. Je mets un exemple. Tous mes exemples là sont un peu triviaux, mais c'est pour vraiment illustrer ce que je dis. D'un côté, vous avez Thomas Gerbet, qui est un journaliste d'investigation à Radio-Canada. Si vous habitez au Québec, vous devez le connaître parce que pendant la pandémie, il a quand même, et actuellement encore, révélé beaucoup de choses sur le fonctionnement, notamment des ministères de la Santé, etc. Et de l'autre, vous avez Sansa Redman, donc, qui a créé son compte il y a moins d'un an avec 772 000 abonnés et qui, selon une enquête récente, est l'une des personnes qui partage le plus de désinformation sur les atrocités qui se passent en Israël et en Palestine et qui est propulsée grâce aux magnifiques idées de Elon Musk et donc de la liberté d'expression, puisque si vous regardez là d'un point de vue sémiotique, il n'y a quasiment pas de différence. Vous avez un badge de certification, vous avez quelqu'un qui est journaliste d'un côté, quelqu'un qui est présenté comme un média de l'autre, vous avez un très fort volume d'abonnés d'un côté, un plus faible de l'autre. Et donc, clairement, aujourd'hui, Thomas Gerbet est moins visible en ligne sur Twitter que Sansa Redman. Et donc, ça, petit à petit, à force, depuis des années, ça change notre manière d'appréhender cette question de l'autorité. Et donc, il n'y a pas que des aspects d'autorité et de réputation,
on est peu à peu aussi dans une logique où des questions de réputation vont s'ajouter des questions d'affection, d'affect. Hein, c'est-à-dire que là où Facebook a développé, Google a développé cette idée que plus je serai cité, plus je vais être populaire, plus je vais faire autorité, on passe à, notamment avec Facebook, une logique de graphe. Et donc, pour, encore une fois, schématiser la chose, parce que j'ai beaucoup trop de diapos pour le temps qui m'est imparti, euh, Facebook, en quelque sorte, ne s'intéresse pas au contenu informationnel. Ce qui intéresse Facebook va être la manière dont le contenu va générer des réactions. Nous, avec mon collègue Julien Pierre, ça fait pas mal d'années qu'on parle d'affection, puisqu'en plus, Facebook nous donne tout un ensemble d'outils, encore une fois, de signes pour signaler des réactions émotionnelles. Et est-ce que j'ai compris l'information? Est-ce qu'elle est pertinente? Non, c'est comment elle m'a fait réagir, quelle affection elle a provoqué chez moi. Puis vous connaissez toutes et tous les Facebook Reactions. Donc on passe peu à peu, on mélange plutôt une logique qui reconstruit l'autorité pour aller vers une question de réputation sur la sélection de l'information, sur ce qui est pertinent à voir, et en termes de circulation de l'information, on rentre dans une logique d'affectivité dans laquelle ce qui est pertinent à faire circuler est ce qui va générer le plus d'émotions, qui va le plus affecter les individus. Et c'est pour ça qu'avec un collègue, on parle même d'un web affectif, hein, où on a montré, et puis on est en train d'y retravailler là, justement sur un projet avec Fabien Richer, sur la manière dont les plateformes vont produire des fonctionnalités qui permettent de faire circuler les contenus les plus chargés affectivement et de faire circuler et de permettre de signaler ce qui nous a affectés. Donc, la désinformation s'inscrit dans un contexte où l'on est plateformisé, c'est-à-dire que l'on est dépendant et dépendante des standards des plateformes pour produire des contenus qui sont visibles, où ce qui crée de l'autorité est avant tout des critères réputationnels, et où ce qui va favoriser la circulation et, on va dire, l'intensité affective au sein des publications que l'on va faire. Tout ça amène à un travail affectif et réputationnel, un travail de la tromperie. Alors là, je mets entre grandes guillemets, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, puis ça m'intéresserait d'en discuter, où vous avez des marques comme PlayStation ou Carrefour qui vont vous dire likez ce tweet et regardez ce qui se passe. Il ne se passe rien, hein. Vous likez le tweet et puis vous allez juste permettre d'avoir un peu plus de j'aime, de cœur qui vont lancer les algorithmes de la plateforme. Mais on arrive à un tel point de standardisation où même la police nationale française arrive à faire le même genre de technique pour gagner en visibilité. Hein, puis ça n'a pas du tout marché, puisque les petits commentaires cachés que vous voyez en bas à droite disaient quand on aime, c'est la même chose qu'avec la police, personne ne vient, il ne se passe rien, bref. Donc ça met l'effet totalement inverse que celui attendu. Mais on arrive à un point où même des institutions régaliennes jouent avec les mêmes leviers pour être visibles. Et donc c'est ce que Hart et Negri appelé il y a pas mal d'années le travail affectif, hein, c'est-à-dire un travail de socialisation, d'interaction et de contact qui permet de manipuler les affects, à la fois les nôtres et ceux des autres, pour en ligne faire circuler plus de contenu, faire réagir les publics avec une réelle connaissance, avec une réelle incorporation, on peut même dire corporellement, des standards des plateformes pour savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. J'espère que ça va jusque-là, parce que j'ai toujours l'habitude d'aller vite. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est un cas qui m'a été soumis par des journalistes de Radio-Canada qui font une rubrique comment on dit, de fact-checking, pour reprendre le terme, et qui m'ont dit, voilà, on a identifié des milliers de pages qui font de la publicité sur Facebook et qui sont construites un peu à la chaîne grâce à un logiciel qui s'appelle Vercel et qui permet de créer des contenus très rapidement. Et donc, par exemple, vous pouvez être abonné à cette page qui s'appelle Power of Positive, 350 000 abonnés, et vous allez avoir les classiques. Regardez ce chat abandonné, des motards sont passés à côté. Cliquez, vous verrez, c'est incroyable ce qui va se passer. Vous savez, regardez ce chat qui danse, ou 10 raisons pour lesquelles la 8e va vous étonner, etc. Les choses auxquelles on est habitués, toutes et tous, ce qu'on appelle le clickbait. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une page qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de publicité ciblée. Hein, et puis, on peut savoir combien elle investit dans la publicité. C'est une page dont la plupart des administrateurs sont en Macédoine. Hein, la Macédoine est un pays, une région du monde connue pour ce qu'on appelle ses fermes à clics. À un moment, c'était l'Ukraine. Avec ce qui se passe depuis 2 ou 3 ans, l'Ukraine a perdu en compétitivité sur le trolling en ligne. Donc, on est passé un peu plus en Macédoine. Et puis, quand vous allez sur leur site, si vous cliquez sur l'actualité, vous arrivez sur un site avec énormément de publicité, pornographique ou autre. Hein. Donc, on est littéralement dans
une économie de la tromperie. Et puis, bien sûr, vous ne saurez jamais ce qui s'est passé avec le chat et les motards. C'était juste un appât, il n'y a pas d'histoire derrière, il y a juste quelque chose qui, je pense, est généré maintenant par ChatGPT pour arriver à créer. Donc, tout ce que je viens de vous montrer avant, à partir du moment où on respecte les standards, où on joue sur des leviers affectifs, où on génère de l'autorité avec un certain nombre d'abonnés, etc., eh ben, on est très visible et on peut avoir tout un business model qui se crée par rapport à ça. Et donc, quand on s'intéresse à la désinformation, ce que j'ai fait par exemple avec les mouvements anti-éoliens en ligne, hein, une publication dans la revue Les enjeux de l'information et de la communication, qui est un très bon numéro là, qui est sorti sur les fake news avec beaucoup d'articles très intéressants. Et donc, ce que j'ai montré, c'est que les personnes qui militent contre les éoliennes, contre l'implantation d'éoliennes, généralement dans leur jardin ou presque, hein, comme on dit, vont utiliser tout un ensemble de contenus qui sont des contenus vrais. Donc ici, vous avez une vraie carte du taux de pauvreté en France et puis une vraie carte de l'implantation des éoliennes et qui, en faisant circuler ça, vont vous laisser supposer que les stratégies d'implantation d'éoliennes se font dans les communes les plus pauvres. Alors, après vérification, c'est vrai et faux. Oui, il y en a et non, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas un objectif d'EDF ou d'autres entreprises en France qui font ça. Mais en tout cas, là, on a juste quelque chose qui laisse supposer que. Ça se retrouve aussi avec le fameux Censored Men, hein, qui vont reprendre avec des allégations de vol d'organes, etc. Avec, comme vous le voyez, les formats TikTok qui sont standardisés par TikTok, avec qu'on peut retrouver dans pas mal de formats d'information, comment dire, de contenu natif, comme on dit, et donc qui vont reprendre avec cette technique. On a enquêté, hein, et avec quelque chose qui là est totalement désinformant. On a aussi de l'instrumentalisation par les affects. Donc là, on vous montre des oiseaux qui volent à côté d'éoliennes, on vous montre des oiseaux morts à côté des éoliennes, donc on va arriver à vous dire que les éoliennes tuent des oiseaux, ce qui est statistiquement assez faux. Il y a peut-être des oiseaux qui ne savent pas où ils vont, comme tout le monde, mais ce n'est pas une donnée scientifique. Et donc, on va jouer sur les affects en manipulant des contenus pour vous donner, pour vous inciter à militer contre ces éoliennes qui tuent des milliers d'oiseaux chaque année et qui envoient des tonnes de CO2, ce qui est totalement faux. Mais en tout cas, voilà, on va jouer sur les affects, ce qui marche aussi avec le clickbait en vous disant McDo va arrêter les Big Mac, ce qui est totalement faux, hein. Donc, on reste dans cette idée de tromperie affective. Et puis, au-delà d'instrumentaliser les contenus, en jouant avec la question avec les standards des plateformes, on va aussi instrumentaliser les interactions. Facebook vous permet de cross-poster des vidéos. C'est-à-dire que sur Facebook, si vous détenez plusieurs pages Facebook, vous pouvez partager la même vidéo sur toutes les pages d'un seul coup. Et le super avantage, c'est qu'une vue faite sur une page se reportera sur l'intégralité de la vidéo. Donc, si vous avez 100 pages ou vous avez 10 vues sur chaque page, ça vous fera une vidéo à 1000 vues. Et ça fait des années que, notamment, les outils de propagande russes l'ont très bien compris et vont avoir des pages Sputnik, hein, qui est un outil d'information d'État russe, qui vont mettre en place des vidéos, alors souvent des vidéos qui n'ont rien à voir avec la propagande politique, hein, sur des chevaux, qui vont créer des centaines ou des milliers de pages sur l'équitation en Ukraine, l'équitation en Lituanie, l'équitation, etc., qui vont diffuser ces vidéos, qui vont gagner en autorité, et qui un jour, au milieu de ces vidéos qui parlent de recettes de cuisine, d'équitation, etc., vont vous mettre des vidéos de propagande. Et pour faire ça, en fait, on utilise juste un outil que propose Facebook pour faire de la publicité en ligne. Il n'y a pas de manipulation, on ne va pas chercher quelque chose de très compliqué, on utilise les outils qui nous sont donnés et on joue avec les interactions que l'on va générer. Et puis, bien sûr, on peut aller plus loin en achetant des likes ou autres. C'est un projet qui s'appelle Astro sur lequel on travaille, hein, sur combien coûte un like, combien on peut acheter un like au Canada ou en France, en Europe, combien on peut acheter une vue, ou encore les fameuses fermes à clics où là, vous allez payer des personnes qui vont créer des faux commentaires pour faire monter votre autorité, créer des fausses interactions. Tout ça sans contrevenir spécifiquement à certaines règles des plateformes. Enfin, puis je vais passer là-dessus, on peut instrumentaliser les algorithmes où on va faire des montages de vidéos, donc on va monter des vidéos d'actualité et on va réussir à tromper l'algorithme de YouTube. Que YouTube, hein, en rouge, c'est des vidéos manipulées, en bleu, c'est des vidéos de médias, vont vous faire circuler d'une vidéo manipulée à une vidéo de médias, d'une vidéo manipulée à une vidéo de médias, ça encore une fois en respectant les standards de la plateforme. Pour conclure, je propose donc d'analyser la désinformation en ligne comme un travail à 3 niveaux. Au niveau des contenus, micro, comment sont-ils produits, comment sont-ils agencés, éventuellement, bien évidemment, quelle véracité, quelle mise en contexte.
À un niveau intermédiaire, méso, celui du travail réputationnel et affectif des acteurs qui les font circuler. Quelle est leur autorité? Mais autorité par rapport à la plateforme, pas par rapport à des journalistes ou des scientifiques, ce qui aurait très peu d'intérêt en soi. Et puis, quelles sont leurs pratiques? Comment on peut déconstruire leurs pratiques pour comprendre comment ils produisent éventuellement de la désinformation? Et puis, à un niveau macro, bien sûr, celui de la plateformisation des industries. Quels sont leurs standards? Quelles sont leurs règles? Quelles sont leurs régulations algorithmiques? L'idée derrière étant de considérer avant tout l'intensité affective sur la véridicité. C'est ce qu'expliquait déjà Grossberg il y a plus de 20 ans, hein, de Larry Grossberg, en disant, OK, aujourd'hui, l'idéologie prime moins que l'intensité affective des faits que l'on va relayer. Et puis, au final, pour observer comment les plateformes nous permettent de faire circuler du faux avec du vrai, et pas seulement produire du faux. Comment, à partir du vrai, je produis du faux, plutôt que de chercher le vrai à travers le faux. J'espère que ça va aller pour un matin, ce que je dis là, mais voilà. Merci pour votre attention. J'ai tenu les 20 minutes sans répéter. Et je suis ouvert à toute question, critique, débat, observation, Alors, des informations. on va prendre les questions.